cet exposé pour remplacer Geneviève en essayant de montrer la problématique, la difficulté du trouble de ces enfants, de ces parents. On a souvent parlé de SAP, on appelle syndrome d'aliénation parentale. Beaucoup de psychiatres et de psychologues ou de médecins ne reconnaissent pas encore ce terme. Et avant même, au niveau de la loi, c'est pas encore inclus. Il n'y a que 3 pays dans le monde, enfin en Europe en tout cas, qui reconnaît déjà cette définition. C'est le Danemark, qui l'a reconnu depuis très longtemps, l'Allemagne, qui l'a reconnu effectivement depuis 5-6 ans, et la Belgique. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de SAP, le syndrome d'aliénation parentale? On a toujours tendance à dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, vous pouvez revenir à la mythologie, parce que c'est ma passion, la mythologie grecque, peut-être les origines de Théodore, parce que je suis d'origine grecque aussi. Et on reviendra, si vous voulez, tout à l'heure sur le mythe de Médée, qui est intéressant par rapport à cette histoire de cette femme magicienne qui a fait des drôles de choses avec ses enfants, et on verra pourquoi elle l'a fait, avec amour et passion. Mais le syndrome d'aliénation parentale, c'est quand il y a un des c'est un syndrome qui a été inventé dans les années 80 par un psychiatre américain, c'est Richard Gardner qui était le premier à en parler. Après, ça s'est bien sûr développé plus tard avec Madame Irigoyen, une collègue, et puis Isabelle Azaraga, dont vous avez cité le nom tout à l'heure, avec Juliette de Chimie dans cet ouvrage. Donc, chez les enfants, moi je suis spécialiste d'enfants depuis environ une quarantaine d'années, à l'hôpital Sainte-Anne, et puis en privé maintenant, enfants et adultes aussi, et je m'aperçois de la souffrance de ces personnes, de ces troubles de personnalité des enfants, à la fois par rapport à la séparation. La séparation est dure, une séparation conflictuelle est plus compliquée, le choix des parents est difficile, on ne peut pas choisir un père et une mère, un père et une mère, on l'aime, on l'aime pas, on déteste, il y a des difficultés de la vie, mais on a l'impression, quand on est praticien et clinicien, comme j'en parlais tout à l'heure, en tant que clinicien, nous sommes face à une personne, nous recevons la parole. Et j'étais très content, moi aussi, Roland, qui a fait une conférence remarquable, et Nader aussi, par rapport à cette situation de lieu de parole. Un psychologue, un praticien, un médecin, c'est un lieu de parole pour l'enfant, pour l'adulte, pour le père, pour la mère. Et c'est vrai que dans cette situation, on peut dire, de dégâts psychiques, dans les troubles, effectivement, de l'aliénation parentale, il y a cette destruction volontaire et involontaire de l'un des parents par rapport à un autre parent, au degré des enfants sur l'enfant. Et l'enfant va être un réceptacle. Il va entendre des choses, il va regarder des choses, il va être angoissé, il va être perturbé. Et en même temps, il est attaché à son père et à sa mère. Il ne peut pas non plus, même s'il est mauvais, même s'il y a une mère mauvaise, s'il y a un père mauvais. Et ça, je pourrais une petite anecdote intéressante par rapport à Mélanie Klein, quand une maman lui disait « Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère ?» Elle disait « Une bonne mère, c'est ça. C'est une maman qui n'est pas stressée, qui n'est pas angoissée, qui peut répondre au téléphone, qui peut faire la cuisine, qui peut s'occuper de son mari, qui peut répondre effectivement à sa maman, qui peut répondre aussi à son papa quand il est stressé, qui peut interrompre n'importe quoi pour s'occuper de l'enfant. Donc comme une bonne mère comme ça n'existe pas, toutes les mères sont bonnes. Et c'est vrai que c'est une définition intéressante par rapport à la pathologie. Bon, juste un mot, ce qui serait intéressant dans l'aliénation parentale, on a parlé tout à l'heure de troubles simples, a priori. Moi, je vois des troubles plus compliqués dans la pathologie, pas en psychiatrie, mais comme je travaille à Sainte-Anne, comme j'ai beaucoup de collègues psychiatres qui m'envoient des patients, j'ai des états de personnalité multiples qui sont déjà plus dans l'ordre de la psychose, même si effectivement on est toujours à cheval entre cette névrose et cette psychose, ces états limites. Dans l'état, effectivement, je le vois fréquemment dans les personnalités multiples, c'est ça qui est intéressant par rapport au pervers narcissique. C'est qu'on le voit bien, il peut se présenter, il ou elle se présenter devant nous en étant brillant, intelligent, apparemment, revenir sur l'intelligence, maladive et perverse. Il y a une parole qui est affirmée, une symbolisation qui est faite, une manipulation qui est logique, comme nous tous. C'est vrai que moi aussi je manipule la femme sur blanche, tout le monde manipule, toi aussi, ainsi de suite. Nous sommes tous des manipulateurs, mais la différence qu'il y a, c'est qu'il y a une manipulation, on peut dire, non désirée, qui est là pour apaiser un coup et non pas dans quelque chose de violent. Il n'y a pas une violence volontaire dirigée pour l'autre, pour le détruire, pour l'autodétruire, pour le mettre, comme on l'avait dit tout à l'heure, Roland, dans l'humiliation de la honte, qui est vraiment terrible pour un enfant, de voir son père et sa mère, parce que c'est comme sa projection, c'est la génétique qui est là aussi. Comment je vais pouvoir vivre avec un tel regard, un tel père et une telle mère. Et c'est ça la difficulté pour ces enfants,
d'arriver à se reconstruire quand ils sont pris en charge. Bien souvent, certains enfants, je peux vous rassurer aussi, il y a des enfants symptômes. Ces enfants vont très bien, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est assez paradoxal, et c'est assez rare aussi, mais je le vois assez souvent. Ce sont les parents qui ont besoin d'être suivis, l'enfant n'a pas besoin d'être suivi. Alors, bien sûr, soit on prend l'enfant en thérapie, et du coup, ça peut être intéressant pour avoir un apport sur la mère et le père, ça me paraît compliqué aussi. Il est plus souhaitable d'envoyer chez un autre praticien ses parents pour être pris en charge. Et bien souvent, la difficulté qu'il y a, c'est aussi bien l'homme que la femme dans les réparations narcissiques, c'est le déni de leur pathologie, leur déni d'acceptation, leur déni de la réalité. La réalité, c'est quoi en réalité? On ne sait pas ce que c'est que la réalité. La réalité, c'est le bien, le mal, même la pathologie. On définit toujours, en tant que spécialiste, la pathologie par rapport au mal. Moi, je vous donne une image très simple. Nous sommes tous, et vous et moi, un oignon, avec ce mécanisme de défense. C'est une métaphore, parce que l'oignon, c'est ses épluchures, c'est tout ce que ça représente comme un mécanisme de défense psychologique, pour défendre contre nos angoisses, contre nos peurs. Au fur et à mesure que ces défenses partent et qu'elles sont arrachées, nous rentrons dans nos noyaux psychotiques, dans notre noyau de faille, et là, on rentre après dans la psychose, et peut-être dans le passage à l'acte, dans la folie étant irréversible. Alors, bien sûr, l'oignon est solide, il est efficace, il nous fait pleurer de temps en temps, mais c'est un peu normal quand on le coupe attentivement. Mais c'est vrai que nous sommes tous à la fois des oignons, des structures d'oignons, pour essayer d'avoir des mécanismes assez forts pour subir, pour effectivement ne pas se laisser influencer, en même temps pour se défendre. Mais l'enfant, il a aussi cet oignon, mais par contre, il a moins de défense, malheureusement, que l'adulte pour essayer de résister. Et on voit bien que les enfants vont avoir des troubles secondaires importants, c'est le bégaiement, les énurésies, l'apoplexie. L'apoplexie, c'est tout simplement le caca pour un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est assez compliqué, et ça dure. Et on dit souvent que c'est des troubles psycho-émotionnels, bien sûr, mais c'est des troubles d'angoisse qui ne sont pas forcément dus à la psychose, comme on pourrait le penser dans l'apoplexie, mais dans les troubles psychologiques graves. Et c'est vrai que la difficulté qu'il y a dans la prise en charge, c'est plutôt la prévention. Et ça, je pense que ce qui manque aujourd'hui en France, dans toutes les disciplines, c'est la prévention pour les enfants. Pour prévenir ces enfants, faire un bilan, faire une expertise, essayer de les suivre. Alors après, d'où vient cette obstination, si on peut dire, par rapport à un parent, si on peut schématiser, pour faire du mal à l'autre, pour effectivement avoir l'amour d'un enfant par rapport à l'autre? Je pense que c'est relativement complexe à analyser, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de cette femme ou de cet homme, pour essayer de détruire l'homme. Alors ça peut être pour les pensions alimentaires, ça peut être pour des conflits d'argent, pour la crèche, ça peut être pour tout simplement une activité médicale, une activité de musique, une activité de piano, un jeu pas, ainsi de suite. Et cette difficulté, on voit bien qu'il y a un véritable drame qui se joue avec l'enfant qui devient otage, qui devient malheureusement un objet qui n'est pas un objet traditionnel à Winnicott, comme on pourrait le dire, c'est un objet malheureusement qui va devenir stressant. Il va récupérer l'angoisse de son père et de sa mère. Alors c'est vrai que par rapport, sans rentrer dans le mythe de Médée, qui est un mythe intéressant de la mythologie grecque que tout le monde doit connaître, mais je vous rappelle juste un tout petit mot, c'est une femme magicienne dans la mythologie, elle était indissociable de Jason, qui est un homme remarquable aussi, et elle se marie, elle est unie, ils ont deux enfants magnifiques, et en même temps Jason, bien sûr, aime beaucoup les femmes, je ne sais pas non plus une pathologie des femmes, c'est pas une pathologie des mésones. Donc il y a un désir, mais quelque part on voit bien que Jason est un grand séducteur, et il est vraiment attaché par tout ce qui, aussi bien les brunes, les blondes, les rousses, dans la mythologie grecque, dans la mythologie aussi, il fonctionne. Et malheureusement, il trompe Médée, qui va être fâchée, va être furieuse, alors qu'il avait promis fidélité. Et elle va tellement se fâcher et être méchante avec lui qu'elle va trouver une astuce assez géniale, extraordinaire, enfin extraordinaire, au sens, bien sûr, psychiatrique du terme. Elle va se servir de ses enfants pour les tuer, volontairement, pour effectivement annuler ce qui a pu se donner entre l'homme et la femme, et effectivement, elle détruit ses enfants. On voit bien que quelque part dans la mythologie, c'est un peu exagéré, mais on voit bien aussi, peut-être à d'autres degrés, que le père et la mère, de fois, ont détruit les enfants indirectement, non pas comme aînés par les tuant, mais en les tuant psychologiquement, ce qui est assez dramatique aussi. Alors, comment, l'idéal, si on peut rentrer dans le vif du sujet, en tant qu'initien, comment on peut aider ces enfants à les prendre en charge? C'est d'abord écouter leurs paroles, écouter leurs souffrances, essayer de les aider, leur
psychothérapie classique, hypnose, relaxation, sophrologie, entretien, toutes méthodes classiques ont aidé, les entretiens. Essayez d'écouter vraiment. Alors, je pense qu'il faut faire très attention à la prise en charge d'un enfant. Il y a ceux qui vous disent, ceux qui ressentent, ceux qui voient. C'est comme quand on va dans un magasin ou dans un musée, je regarde, je vois et je perçois. Tout le monde pense que c'est pareil, mais non, c'est pas pareil. Je regarde, je vois, je perçois. On est dans un phénomène très compliqué. L'enfant voit quelque chose, il perçoit quelque chose, et puis il va percevoir quelque chose que peut-être sa maman ou son papa va lui faire voir, ou lui faire percevoir, lui faire comprendre, et de l'autre côté aussi. Et ces difficultés de compréhension, de jeu entre la perception, la vision et la vision de l'école aussi, qui est différente par rapport aux maîtresses, aux maîtres et à tout le reste, et l'entourage également qui va servir d'étayage, parce que je pense que l'entourant, comme la famille est destructrice, il peut y avoir une chance que l'école soit un peu un récupérateur d'étayage, et c'est y compris dans les domaines de musique, conservatoire, sport, écriture, dessin. Il pourrait y avoir, et je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça, les enfants vont identifier un bon objet pour s'en sortir et pour s'en servir. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a souvent des difficultés par rapport à ces enfants. Donc, ça serait trop compliqué d'avancer. Pour la prise en charge simple, je pense que l'idéal, c'est de voir l'enfant, d'abord, effectivement, voir si c'est nécessaire de voir cet enfant, pour écouter qu'il en souffrance, avoir un lieu de parole, et essayer d'avoir, bien sûr, un dialogue avec le père et la mère, ce qui n'est pas toujours facile dans les gardes partagées, mais qui peut s'arranger bien souvent quand on peut arriver psychologiquement à demander au papa et à la maman de venir dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'ils font difficilement, ils le font assez régulièrement. Et ça se passe beaucoup mieux quand les deux parents viennent pour leur enfant. Si un parent vient seul, il va bien sûr essayer de manipuler le thérapeute. Si c'est le père, c'est de faire manipuler. Si c'est la mère, on croit qu'on va manipuler, on croit être manipulé. On est tous manipulables, bien sûr, plus ou moins. On regarde la publicité, c'est un jeu de manipulation. Mais là, on est dans un système plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est attentif à la manipulation, aux parents narcissiques, qui sont quand même des personnes extraordinaires. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que quelque part, il y a juste une seule forme de personnalité, on peut dire, de père narcissique, et je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il y a plusieurs personnalités dans la psychologie, une perception. Il y a des pères narcissiques qui sont modérés, d'autres qui sont excités, d'autres qui sont graves, d'autres qui sont violents, d'autres qui sont sympathiques, d'autres qui sont soumis. Ils ont des formes de relation à l'autre avec une certaine forme de pouvoir exceptionnel. Bien sûr, il y a ce côté séducteur qui est toujours là, qui est là, mais pas toujours à la bonne place qu'on pourrait croire, et souvent ils sont soumis à leur propre désir d'être aimé. Ce désir d'être aimé, cette femme dont on a parlé tout à l'heure, la psychose blanche, qui me parle beaucoup, qui est intéressante. Et c'est vrai qu'il y a ce besoin d'être aimé, mais aussi la victime a besoin d'être aimée, l'autre a besoin d'être aimé, les enfants, on a tous besoin d'être aimés. Mais quand on est trop aimé, on est égorgé, on est étouffé, on n'a plus de place existentielle, on ne peut plus respirer. La respiration, c'est la seule chose dans le monde qui est gratuit, il faut en profiter. On peut respirer, on peut parler, on peut vivre. Le reste, c'est tout plus compliqué. Et une panne différente de pères narcissiques que je vois malheureusement depuis environ 40 ans maintenant, j'ai l'impression que ça change beaucoup, ça évolue beaucoup. Il y a des... Bon, bien sûr, ça change et grâce aussi à Laurent et à son équipe, à tous les praticiens qui en parlent, mais aussi par rapport au cinéma, par rapport au théâtre, on parle aussi, il y a des films qui s'intéressent à cette violence, bien sûr, de façon peut-être un peu schématique, mais elle est intéressante de voir. Et c'est vrai que la prise en charge des enfants, je reviens sur la conversation sur ça, c'est très tôt, au plus c'est tôt, la prévention, au plus on a de chances d'aider les enfants. Voilà, je répondrai aux questions que vous voulez me poser tout à l'heure.